sur le plateau de Zemmour et Nolo. Tanguy, avant de vous passer la parole, on a décidé d'améliorer un peu la qualité de votre public et on a invité le journaliste Éric Brunet. Voici Éric Brunet. Bonsoir Éric Brunet. Tanguy, c'est maintenant à vous, on est au complet. Alors cette semaine, Jean-Marc Ayrault a annoncé qu'il prenait sa retraite. Surprise de l'ensemble des Français qui pensaient que c'était fait depuis longtemps. Il va pouvoir désormais s'adonner à ses trois passions qui sont dormir, fermer les yeux et se reposer. Cette semaine, Macron, l'effet illuminé qui a fâché les pieds noirs en qualifiant la colonisation française en Algérie de crime contre l'humanité, leur a dit en meeting « Je vous ai compris ». Il se lance dans l'imitation, comme Stéphane Guillon quand il n'a pas de vanne. Là, c'était De Gaulle. Alors, il fait aussi « Ich bin ein Berliner », Kennedy. « Je vous demande de vous arrêter », Balladur. Et oui, vas-y ma grosse poule, un peu plus bas, voilà la DSK. C'est le Géraldin de la politique. Il a aussi fait Superman, regardez, mais n'a pas réussi à voler. Macron a ensuite rencontré des pompiers et leur a dit « Avec mes propos en 2 jours, j'ai foutu le feu, pouvez-vous intervenir ?» Puis il a enfilé un casque, beau gosse plus fantasme du pompier. C'est plus une présidentielle, c'est un enterrement de vie de jeune fille. S'il avait en plus tripoté la lance à eau, ça devenait une icône gay. Cette semaine, le maire de Lyon, Gérard Collomb, a tenu un meeting pro-Macron. C'est le seul Collomb qui a accepté de faire ça, les autres sont fâchés. Cette semaine, Marine Le Pen est allée au Liban. Pour la première fois, elle a eu le droit de voir tous les officiels, dont le président Aoun, qu'il a placé à 6,40 m de lui. Rien que pour lui taper la bise, il fallait mettre des chaussures de rando. Puis elle a vu un conseiller d'Aoun, avec qui elle a dansé la chenille, mais par devant. Mais aussi le gouverneur de Beyrouth, à qui elle a montré ses jambes. Le Liban a transformé Marine Le Pen. Chez nous, elle est aussi féminine qu'un tank de Vladimir Poutine, mais là-bas, c'est Zaya 2. Ça s'est fini sur un fauteuil en cuir à croiser et décroiser les jambes. Il manquait juste le pic à glace et c'était Basic Instinct. Sharon Stone l'habite. Cette semaine, Jean-Vincent Placé a présenté le bulletin de paye clarifié, qui sert à voir en 2 fois moins de temps qu'avant qu'on est sous-payé. Alors Placé est le spécialiste de la simplification du bulletin de paye, puisque dans 2 mois, lui, n'aura même plus de bulletin de paye. On peut pas faire plus simple. Cette semaine, Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, a visité une pharmacie où il a demandé « Avez-vous du Xanax pour le Drian ? J'aimerais le voir sourire une fois avant l'acquis. » Puis il a vu les douaniers et leur a demandé « Avez-vous du shit ? C'est pour Cazeneuve, il n'a pas l'air bien. » Enfin, il a inauguré la nouvelle gendarmerie de Narbonne, construite avec ce qui reste sur le budget de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un parpaing et que ce sont des pauvres gosses qui tenaient le ruban. Cette semaine, Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, qui a une candidature biodégradable puisqu'il va se mettre lui-même dans la poubelle jaune avant le scrutin, a rencontré ses fans, soit 3 licornes et 2 nounours, réunis autour de Space Cake. Il manquait juste Cécile Duflot à cheval sur Pluto et c'était la parade Disney. Cette semaine, Benoît Hamon a tenté de se rapprocher de Jadot, parce que si l'autre le rejoint, ça lui fait au total 6 voix en plus. Celle de Jadot, de sa femme, plus une licorne et 3 chats. Alors ils ont déjeuné ensemble, mais ils ont pris de la badoire. Résultat, ni l'un ni l'autre n'était ivre et la politique, c'est comme le sexe après 5 ans de mariage. À moins de 3 grammes, il n'y a rien qui se fait. Hamon a failli conclure. C'est le Jean-Claude Duss de 2017. Alors cette semaine, Bernard Cazeneuve a rencontré Theresa May, un Premier ministre britannique. On aurait dit Tom Sawyer et sa vieille tante. Il a aussi croisé le Premier ministre du Niger qui est venu enroulé dans sa couette. C'est le Jean-Marc Ayrault africain. Au moins, quand il a la gastro, il la refile à personne. Enfin, il a vu Trudeau, un Premier ministre canadien avec qui il est en discussion pour le remake de Laurel et Hardy. 3 premiers ministres en 7 jours. Il doit faire collection. Cette semaine, scandale à Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan, lui aussi, a touché 7 patates. On est déçus. Cette semaine, Marisol Touraine a rencontré Jean-René et Gilberte, les 2 derniers militants socialistes, à qui elle a dit pitié, tenez jusqu'à l'élection. Là, on la voit en train de refiler en douce de la DHEA à Gilberte. Puis elle a posé avec un type portant un t-shirt rédigé après la réforme de l'orthographe de Najat Vallaud-Belkacem. Alors cette semaine, François Hollande, qui finit sa période de pré-retraite, débutée en 2012, était à Malaga, où il est monté sur une estrade avec le président espagnol. C'est le seul type à n'avoir rien gagné et à avoir droit au podium. Puis il a dit à une dame, bébé, dans 3 mois, je suis un RTT à vie, et quand Julie est en tournage, je suis seul à la maison. Viens, tu pourras toucher ma grosse médaille. Enfin, ils sont allés au musée, et Hollande, voyant la statue d'une dame qui n'a plus sa tête, s'est écrié, mais quelle belle sculpture de Ségolène. Alors, juste
avant, Hollande était à Ivry, où il a visité un F2, ce qui lui a permis de se projeter dans son futur proche. L'appartement étant vide, ça lui a rappelé le programme d'Emmanuel Macron. Il a regardé la vue, que du béton, et a déclaré « J'ai réfléchi, finalement, je suis candidat ». Puis il s'est rendu à Brest, où il a fait du téléphérique, puisqu'il y a un téléphérique maintenant à Brest. C'est dommage, si à Mont, Jean-Claude Duss était venu, on avait la moitié des bronzés font du ski. Bref, quelle belle semaine ça a été. Merci Tanguy. Merci Tanguy. Je rappelle à vos fans nombreux qu'ils peuvent vous adresser leurs félicitations avec le hashtag ZenPP. On passe maintenant au focus de la semaine. Eh ben oui. Alors, Christian Estrosi, dans votre livre, vous vous revendiquez gaulliste à longueur de page. Et vous, justement, Éric Brunet, c'est l'objet de votre livre. Vous publiez un pamphlet contre l'obsession gaulliste chez Albin Michel. Voilà, c'était donc rigolo de vous inviter ensemble. Les candidats à la présidentielle sont-ils obsédés par le général? Regardez ce zapping concocté par Dimitri Kefelec et on en parle juste après. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Hélas, hélas, hélas. Le gaullisme, madame, c'est quoi? Être gaulliste, c'est une conception de l'exercice du pouvoir. Et moi, ma droite, c'est celle du gaullisme. Mon projet est très clairement inspiré du gaullisme social. Je vous ai compris. Je vous ai compris et je vous aime. Je suis gaulliste. Je suis gaulliste. Un vrai gaulliste, pas un faux gaulliste. On m'a demandé ce que ce serait que l'après-gaullisme. Tout a toujours une fin, et chacun se termine. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Éric Brunet, merci d'être venu sur notre plateau. Je vais commencer par vous citer, page 25. Parce que vous parlez de votre voisin de gauche, confronté lui aussi à la vague bleu marine, Christian Estrosi utilisa la thématique résistante. Après avoir commencé sa campagne électorale en débordant le FN sur sa droite, il axa toute sa communication de l'entre-deux-tours sur le thème de la résistance à l'extrême droite, ressuscitant pour l'occasion la figure de l'homme de l'appel du 18 juin. L'ancien champion de moto a poussé le bouchon jusqu'à se référer aux valeurs du Conseil national de la résistance. Selon Var Matin, lors de ses vœux de la nouvelle année, le mot gaullisme fut l'un des plus employés par le président de la région PACA. Messieurs. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ah oui? Ouais. Mais alors Estrosi, il est comme tout le monde. Vous savez, et comme tout le monde à droite, et comme tout le monde dans la politique française. Florian Philippot du Front National est tous les 4 matins à Colombey, les deux églises, pour se livrer à des dévotions à la mode chez nous depuis des décennies. Et j'ai croisé l'autre jour Jean-Luc Mélenchon qui me disait « Mon Dieu, j'ai été trop anti-gaulliste dans ma jeunesse. » Ils sont tous gaullistes. Tout le monde est gaulliste. Et le problème, c'est que De Gaulle fait du bien à la République parce que c'est l'esprit de la résistance, l'appel du 18 juin, un homme incontestable, bien évidemment. Mais le problème, c'est que quand on est gaulliste, on prend tout le package, on prend tout De Gaulle. Et dans De Gaulle, il y a quelque chose qui fait mal à la France aujourd'hui, c'est le programme de 44. Pardon, mais le programme de 44, c'est un programme communiste. Communiste. Établi, je sais bien les historiens, mais ne souriez pas. Laissez-moi. Non, je souris pas, je soupire. Franchement, je suis désolé que vous soupiriez, parce que j'ai travaillé le sujet, pas vous. Et c'est un programme. Non, si, je vous ai lu. Non, je vous ai lu. Ben alors, Éric Brunet. Donc c'est un programme communiste. Et malheureusement, il a peut-être fait du bien à la France au moment de la reconstruction. Pas tant, à mon avis, que le plan Marshall, mais on va considérer que ce programme a fait du bien à la France. Sauf qu'aujourd'hui, il faudrait l'amender, le moderniser, et les Français ne le font pas. Alors, Nolon. Bon, d'abord, si je vous ai bien compris, mon cher Éric Brunet, tout le monde passe son temps à déplorer les dissensions qui séparent les Français, les différends, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est le seul point qui fait consensus, c'est-à-dire De Gaulle. C'est ça qui vraiment, le matin, vous vous réveillez, voilà. Oui. Vous vous dites, il y a un point d'accord, c'est dommage que les Français soient d'accord. Non, il y a un point qui nuit à la France. C'est la première chose. Le gaullisme nuit à la France aujourd'hui. La deuxième chose qui est terrible, parce que je connais bien votre pensée, d'abord j'ai étudié le sujet, surtout je vous écoute et je vous lis. Vous, quand vous avez du mal à vous endormir le soir, vous comptez les réformes qu'il faudrait faire. Et le matin, quand vous vous réveillez, premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est réforme. C'est-à-dire que vous voulez tout liquider. Vous voulez tout réformer. Pour aller où? On ne sait pas, mais il faut mettre à bas tout l'édifice. Et je regrette, mais attendez, je finis ma phrase. C'est un mot excessif. Si, vous voulez tout liquider. Et je regrette, mais ce que vous appelez le gaulo-communisme a largement façonné la France d'aujourd'hui. Peut-être dans certains aspects négatifs, mais dans beaucoup d'aspects positifs. Et moi, j'attends que dans une de vos émissions ou dans un de vos livres, vous proposiez quelque chose plutôt que la liquidation de cet héritage de 44 du Conseil national de la résistance, que je trouve pas du tout infamant. Je trouve même que c'est à l'honneur de la France. Seulement vous
Vous êtes un réformateur, vous êtes une sorte d'ayatollah de la réforme. Non. Il faut absolument changer pour aller où? Vous me le Cela dites dit, jamais. Christian Estrosi aussi, hein, il faut tout Non, changer, c'est hein. argumenté dans le bouquin d'Estrosi et de Safran, c'est argumenté. Ah ben, Pas dans le vôtre. Je regrette que ou alors vous l'avez pas lu, parce que moi, justement, je décline de façon extrêmement concrète tous les maux de la France. Je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas présenté un programme politique. C'est pas argumenté, mais c'est en même temps complètement déformé. Parce que les quelques références que vous venez de lire sur l'élection à la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont tellement fausses. Bon, non, vous avez tort de dire ça, Christian Estrosi, parce que c'est pas du tout infamant ce qui a été lu à votre endroit tout à l'heure. Faire référence à De Gaulle, je pensais que Estrosi, après avoir tenté de déborder Le Pen sur sa droite, sincèrement, pour moi qui, depuis le premier jour où je suis engagé dans la vie publique et où je raconte les épreuves que j'ai dû affronter pour y parvenir, j'ai quand même eu Jean-Marie Le Pen déjà en 92, puis en 98, qui était mon candidat direct contre moi dans le département des Alpes-Maritimes. Toute ma vie politique. On est d'accord, mais c'est pas le débat. Mais chacun vient de quelque part. En entendant chacun vient de quelque part. Moi, j'ai une pensée nouvelle. Moi, j'ai une pensée nouvelle. Soit vous voulez que je vous l'explicite, soit vous le sabrez d'emblée. C'est assez difficile en France, où 66 millions des Français sont gaullistes. C'est assez difficile de. Bon, eh bien, je me demande pourquoi. C'est totalement incongru. Laissez-moi vous dire que c'est une incongruité. Je ne remets pas en cause, comme vous avez essayé de le dire de façon caricaturale, l'héritage de Gaulle. Il est magnifique. Qui reproche aux de caricaturer. C'est le plus grand. C'est vous qui êtes dans l'excès et la démesure. Laissez-moi parler et ne m'interrompez pas quelques secondes, s'il vous plaît. Je reconnais que De Gaulle est le plus grand Français du siècle. Bien évidemment, De Gaulle est le plus grand Français du siècle. Bien évidemment, son héritage est magnifique. Bien évidemment, nous sommes tous des gaullistes. Et moi, le premier, je suis gaulliste. Moi, le premier. Je dis simplement que l'histoire étant écrite par les vainqueurs, De Gaulle a dealé avec le Parti communiste et la résistance française en 44 pour construire ce programme du Conseil national. On a tendance à dire il était obligé un petit peu de faire des concessions au Parti communiste, il était tellement puissant. Or, ce qui est assez nouveau, et ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est que De Gaulle a été au-delà des petites concessions. Et que De Gaulle, dès 42, dans le dos de Churchill, a pris attache avec l'ambassadeur de l'Union soviétique à Londres, par exemple, pour lui dire « Monsieur, j'espère que vous serez, vous, soviétique, avant les Américains à Berlin ». Donc il a pris un choix très fort. Quand il choisit Jean Moulin... Oui, il y avait une diplomatie gaulliste. J'entends. Quand il choisit, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, je suis plutôt sur la ligne de Churchill qui dit, compte tenu de ce qu'a fait l'Union soviétique, nous ne pouvons pas, nous les Alliés, pardonner. Chacun son truc. Mais pourquoi vous faites des mimiques comme ça? Éric Brunet, vous allez casser vos lunettes. C'est dommage. Éric Zemmour, qui opinait du chef. Non, j'écoutais. Je dis rien quand je parle. Alors on me dit pourquoi tu parles, et quand je parle pas, on me dit pourquoi tu parles pas. Je vais aller m'exiler à Nice, vous me donnerez l'asile politique. Ça sera mieux. Éric Brunet, il y a plusieurs choses. D'abord, vous avez tout à fait raison de pointer le ridicule du tous gaulliste. Surtout quand on se souvient de ce qu'a subi le général, qui était traité de Duce, de Führer, qui était l'homme des trusts, comme disait à l'époque la gauche. Donc ça, vous avez tout à fait raison. Mais vous devriez accuser la gauche d'avoir récupéré le général de Gaulle. On pourrait d'ailleurs dater la chronologie. Moi, je le situe, vous savez, à la biographie de Jean Lacouture, qui était une très bonne biographie d'ailleurs, à la fin des années 70, et qui a fait basculer toute la gauche dans une tentative de récupération du général de Gaulle. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a ce que vous avez dans l'œil, si vous voulez, le programme de 44 et le fameux programme du Conseil national de la résistance. Je comprends qu'un libéral comme vous soit agacé par... Sortez les épithètes. Mais c'est pas une insulte libérale. Mais non, mais c'est pas parce que je suis libéral. Mais si, c'est parce simplement que vous êtes parce que ce programme, qu'on soit communiste ou Front National ou Républicain aujourd'hui, il nuit à la France. Non, attendez. Aujourd'hui, vous avez reproché à nous l'autre, pas vous laisser parler, vous me laissez pas finir. Allez-y. Ce programme n'est pas communiste. Je vous conseille de lire un livre qui est sorti récemment d'un historien américain, qui a d'ailleurs un nom français que je vous prêterai volontiers, et qui explique très bien comment, en fait,
Le programme de 44-45 est le produit d'une longue maturation, d'une crise des élites qu'on a appelée la crise des années 30. Et avec ces élites qui trouvaient que la Troisième République libérale ne s'adaptait pas aux défis du temps et aux défis du monde de l'époque. Et c'était des gens qui n'étaient pas communistes, des gens comme Alfred Sauvy. C'est ce que j'allais vous dire, on les a retrouvés à Vichy, mais absolument. C'est pour vous dire que c'est un long itinéraire. Il y avait Alfred Sauvy, il y avait Pierre Larocque qui a inventé la sécurité. Tout ça, c'est pas des communistes, tous ces gens. Que vous ayez des communistes en 45 qui est, par exemple, pris en otage l'EDF, qui est... Oui, mais le programme n'était pas communiste. Et quand vous nous dites que De Gaulle est allé plus loin, il y a une troisième chose. Quand vous vous plaignez des liens entre De Gaulle et l'Union soviétique, là c'est un troisième sujet qui n'a encore rien à voir avec les deux premiers, qui est que De Gaulle s'inscrivait dans une tradition française d'alliance avec la Russie pour à la fois résister à la pression des anglo-saxons qui voulaient faire la politique à sa place et en même temps faire pression sur l'Allemagne pour dominer l'Allemagne. Tout ça n'est pas méprisable et tout ça n'est pas, mais c'est pas méprisable. Tout ça n'est pas dépassé aujourd'hui. Vous me servez un discours qu'on a souvent entendu. La réalité, c'est que De Gaulle fait un choix contre les Alliés. Oui, mais il a raison. Le choix de la 13e voie vers il y a un certain nombre de Français qui vont s'en étonner, notamment ce résistant magnifique Pierre Brossolette, qui était un journaliste socialiste, qui invite De Gaulle à accueillir à Londres davantage de personnalité de la droite des maquis, notamment le numéro 2 du Parti social français, qui est un résistant magnifique, qui s'appelle Valin, et qui l'envoie se battre en Afrique du Nord parce que il les a accueillis avec beaucoup de... De Gaulle... En 40, il n'y a que des types de l'Action française. De Gaulle fait un choix très fort. Quel choix du Parti communiste, acceptez-le. Je ne dis pas que le programme du CNR est un programme estampillé communiste. C'est ce que vous avez. Non, mais il est d'inspiration communiste. Ce que vous dites, ce que vous écrivez, c'est pas la même chose. C'est pas vrai, je dis pas que c'est le programme communiste, je dis que c'est un programme établi sous la pression du Parti communiste, parce que De Gaulle, premier voyage diplomatique, va voir Staline. Staline lui dit sois sympa de récupérer Thorez, ce déserteur, et sois sympa également de faire bon accueil aux propositions. Alors c'est pas la nationalisation de Renault, c'est la nationalisation de plein d'acteurs de la vie économique française. C'est pas le Parti communiste. Et alors surtout ce qui est très grave, juste après tout, soyons sympas, soyons cool. C'était peut-être une nécessité. C'était peut-être une nécessité de l'époque en 47. Mais ce qui est dommageable, c'est qu'aujourd'hui, on appelle cela les valeurs de la République et qu'on ne souhaite pas y revenir. C'est ça qui est alors, Christian Estrosi. Mais c'est pas ça le modèle français que vous voulez liquider par idéologie. Mais oui, c'est la révolution. On laisse parler Christian Estrosi et répondre à Éric Brunet. Moi, j'appelle pas ça les valeurs de la République. Ah non, Éric Zemmour. D'abord, ce débat historique est passionnant. Je pourrais y apporter ma contribution pour l'avoir beaucoup travaillé. Mais ce qui me guide aujourd'hui dans mon gaullisme social et qui date peut-être aussi de ce que j'ai partagé dans mon enfance en tant que fils d'immigrés italiens. Vous savez, ma grand-mère a eu cette carte d'électeur que j'ai toujours sur mon cœur, signée par le maire de Nice de l'époque, Jacques Cotta, le père de Michel Cotta, du 12 septembre 1945. Communiste. Pas loin. Pas loin. Faites voir, faites voir. Mais c'est vrai, je dis pas ça. Merci. Mais alors, est-ce que ça vous et donc, énerve? j'ai grandi autour de la table familiale en tant qu'immigré italien, à ce qu'on ait comme référence déjà le général de Gaulle. Je me rappelle de cette stature dans cette voiture décapotable sur la promenade des Anglais. J'avais 5 ans et sans doute ce sont des images qui m'ont marqué. Mais plus encore, vous parlez de l'histoire, moi je parle de l'avenir. Et ce qui m'intéresse chez la personnalité de Gaulle, c'est de s'inscrire dans le prolongement au fond de qui? De Colbert et des manufactures, de Napoléon III qui a fait de la France la première puissance industrielle au monde à la fin du 19e siècle, de celui qui, en revenant au pouvoir, vous savez, avec l'Angleterre, nous étions la première puissance industrielle. Je suis d'accord avec Estrosi, là. Non, on était derrière l'Angleterre. Si, on était à peine derrière, mais on était... Il y avait les États-Unis qui venaient, de toute façon, dès la fin du 19e siècle. Mais c'est vrai, vous avez raison, Napoléon III fait un boulot derrière nous. Et au fond, c'est parce que nous avons hérité de cette France avec une politique d'aménagement du territoire, les lignes ferroviaires, les canaux, Ferdinand de Lesseps, etc. De Gaulle, elle va mal, cette France. De Gaulle, elle va mal. De Gaulle, c'est faut arrêter le fétichisme. Il faut arrêter le fétichisme parce qu'elle va mal. Si aujourd'hui la France peut encore revendiquer d'être dans les 6, 7, 8 premières puissances industrielles au monde,
C'est simplement parce que nous disposons encore de l'héritage du général de Gaulle. Je disais qui tout à nous a l'heure. permis Oui, d'avoir mais le notre fait- indépendance Ah oui, énergétique eh avec oui. le nucléaire non, civil. non. Et Qui nous a Christian permis de Estrosi. sortir de l'OTAN. Christian Estrosi. Qui nous a permis de lancer avec Georges Pompidou les lignes à grande vitesse. Non, mais le Qui nous a fait que permis tout le d'avoir une monde se politique revendique, aéronautique tout le monde. et aérospatiale, Mais qui non. nous a permis de nous placer. Vous l'avez aujourd'hui dit, sur la cette France trajectoire. était la Et première moi, puissance. qui suis un réformateur et pas un conservateur, et qui plutôt que de regarder le passé, m'appuie au contraire sur ce côté visionnaire du général de Gaulle, et qui s'est toujours fait dans un esprit de rassemblement, parce que les lignes droite et gauche du général de Gaulle, permettez-moi de vous dire Colbert aussi. qu'elles étaient. Mais je l'ai C'est ce qu'il a fait. fait, c'est ce qu'il a fait. C'est ce que j'ai fait. Vous auriez dû m'écouter. Ah, il l'a fait, monsieur ouais. Brunet. Attendez, juste une chose. Ah non, c'est bon. Juste une chose. Vous l'avez dit tout à l'heure, la France a été la première puissance du monde au tournant, ou la deuxième, si vous voulez, au tournant du siècle, du 19e et du 20e siècle. Pourquoi tout le temps se référer à De Gaulle et invoquer De Gaulle et dire que De Gaulle est l'homme qui a assuré la grandeur de la il a dit il y avait Napoléon III, De Gaulle est un acteur enfin, la France existait Brunet, avant il y a De Gaulle. quelque chose- il y a quelque La chose- France a Mais vous existé avez raison. après De Gaulle. Elle a été grande avant et après. Non, pas et après. ce fétichisme qui consiste à faire de Gaulle le petit père du peuple est insupportable. De Gaulle est simplement un grand chef d'État. Voilà, c'est tout. Et en 2017, à l'époque du tout numérique, il faut juste se calmer un peu avec le général de Gaulle. Mais Brunet, vous Qui est mort il y devriez, a- mais vous devriez être content. De quoi? Mais d'une chose très simple, c'est que il ne reste plus rien de l'héritage du général. Ah bah, faudrait savoir. Hein. Il ne reste plus rien. L'Europe nous interdit de faire une politique industrielle. Faudrait savoir. Il n'y a plus de frontières. La Ve République a été détruite par le quinquennat et le pouvoir des juges. La politique étrangère s'est rangée derrière Washington et on est rentré dans l'OTAN. Mais vous devriez sabler le champagne tous les jours. Mais on va passer loin. Nous avons enterré le général de Gaulle. C'est justement pour ça qu'on le cite tout le temps. Vous savez, on va pas si bien parce que justement on a trahi mais c'est pas l'héritage vrai, du vous général savez, de Gaulle. l'Irlande. On l'a détruit. Ah non, mais moi je préfère une commission européenne forte à Bruxelles c'est sûr, qui nous l'oligarchie. explique, Ça qui nous plaît, explique c'est comment. sûr. Enfin, vous plaisantez. C'est l'oligarchie. L'Irlande, il y a Elle quelques. est élue par qui Je la suis politique effrayé par ce que je suis en train d'entendre. L'Irlande, il y a Je préfère une commission forte à Bruxelles qui Mais nous quel impose François ses Hollande règles. mais je préfère. Mais bien évidemment. Regardez, juste une Mais seconde. il est temps de regagner une part de souveraineté nationale. Un exemple. Alors, irlandais un exemple, est magnifique. Eric Brunet. Un exemple. L'Irlande, qui allait Et ensuite, fort mal, Éric a Nolot, une suivi minute. à la lettre les préconisations européennes sur le registre économique. Et je vous assure qu'elle s'en porte mieux aujourd'hui. J'aurais préféré vous une savez bonne. comment elle J'aurais s'en sort, préféré l'Irlande que Hollande, François savez comment Hollande, elle s'en sort, suivent l'Irlande les préconisations de Vous Bruxelles. savez comment elle s'en sort, l'Irlande Elle s'en sort parce qu'elle a mis un taux d'impôt sur les sociétés très bas Ça me qui va. attire tous les géants américains Ça me va. pour rentrer, oui, mais pour Ça me faire va. concurrence, pour Éric faire concurrence Les aux entreprises Irlandais sont européennes Oui, mais lorsque et pour vous détruire voyez l'emploi que dans la les entreprises. Éric Ça Nolot, vous pour va. conclure. Si vous êtes vous content de ça, interdit c'est de bien. mettre en place un Small Business Act à l'américaine. Ben oui, parce que justement, elle protège Et que les grandes entreprises. Éric Nolot, est-ce que vous voulez imposent ces conclure exportations J'aimerais conclure. et que nous ne pouvons pas imposer sur On va pas notre la marché de production d'avoir des prix concurrentiels aujourd'hui. Voilà. C'est Voilà, on est Bruxelles qui d'accord avec aujourd'hui Estrosi, alors. casse l'emploi en France. Exactement. Et Alors, on est l'emploi, d'accord. Nolot. C'est la non pas seule- délocalisable, mais l'emploi Tout à délocalisable, fait d'accord avec vous. c'est-à-dire l'innovation Faites et la penser production. à un club de football de division 2 qui dit regardez, ils sont meilleurs que nous parce qu'ils ont des meilleurs joueurs. Non, Enfin, ils n'ont pas les meilleurs Éric joueurs. Nolot. Ils font cela. Aujourd'hui, je préférais que la France soit l'Irlande. Mais non, Nous serions plus heureux. Mais non, Et il y mais tu as tort. aurait 4% de chômage. N'importe quoi. Ah bah oui. Ah, vas-y. Non, mais malheureusement, il y a deux sujets dans votre livre complètement différents. Il y a en effet un débat sur le gaullisme, pourquoi pas l'avoir, mais il y a votre agenda. Votre agenda à vous, c'est de faire sauter les derniers garde-fous pour que le libéralisme puisse s'ébattre à son aise dans le champ français. Voilà ce que vous voulez. Donc, en fait, vous vous servez du gaullisme et vous voulez tout abattre, quoi, qu'il n'y ait plus de règles, qu'il n'y ait plus... Ben, je regrette. Pourquoi Je trouve... excessif Ben, Je ne parce veux pas que- tout abattre. Parce que ce gaulo-communisme fait partie du modèle français qu'on a tant de La mal sécurité à sociale, défendre. dans les 28 pays d'Europe, il y en a 28, oui, les 28. 28, La sécu- 27. Il y a qu'un pays où la sécurité sociale est en situation de monopole absolu. C'est-à-dire qu'il y en a 27 autres où les États, qui ne sont pas des États idiots, ont dit effectivement nous allons travailler avec des politiques partenariales intelligentes entre des assurances privées. Pays différent. Ah ben voilà, donc les 27 autres ont tort. Et moi, je suis un fanatique libéral, c'est ça? Non, moi je voudrais que la Non, bah alors, France... quand vous préconisez pour la France le Alors- dumping fiscal de l'Irlande, excusez-moi, moi, Et les bras vous savez m'en que tombent. Non, mais Vraiment. non, c'était pour La vous donner France a le l'exemple droit de d'avoir l'Europe. son L'Europe modèle. n'est pas toujours idiote et l'Europe a aidé l'Irlande à s'en sortir. Christian- Pas seulement à travers le dumping fiscal, à travers un certain nombre de mesures. Excusez-moi, Eric Mais Brunet. simplement aujourd'hui, nous sommes un pays singulier
unique. Voilà. Mais cette unicité fait pas de nous les premiers en Europe. Elle fait de nous les derniers. Vous avez vu les résultats du commerce extérieur? Il y a 2 pays qui s'en sortent mal. C'est la France et la Grèce. On est dans une situation inquiétante. On parle du modèle social français. On a 160 milliards de déficit. Si vous disiez, Éric Brunet, calmez-vous sur De Gaulle, la France va pas si mal. Bien évidemment, je fermerai ma petite veste et je partirai. Alors, vous allez fermer votre petite veste et partir parce que c'est maintenant, on me prend moi la caméra, on ne prend plus Éric Zemmour. Je vais vous dire un truc. La réforme, oui, la chienlit, non. Comme disait le général. Je rappelle vos 2 livres à vous deux. L'obsession gaulliste de Éric Brunet chez Albin Michel et Il faut tout changer, Christian Estrosi, chez Albin Michel aussi. Merci beaucoup messieurs d'être venus sur notre plateau. On passe maintenant à notre grand duel. Hamon-Mélenchon, union impossible. Avant de recevoir Mathieu Hanotin, le directeur de campagne de Benoît Hamon, et Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, regardez les échanges d'amabilité, les noms d'oiseaux que se sont envoyés les 2 camps ces derniers jours. Magnéto. Je ne courrai pas après Jean-Luc Mélenchon, je ne cours après personne, je n'oblige personne. Aujourd'hui, je suis le mieux placé pour faire gagner la gauche. Qu'est-ce qu'on me demande? Pas une candidature unique, c'est pas ça qui est proposé, il ne faut pas faire semblant. Mais quand bien même en faudrait-il une, laquelle? Je propose la mienne. Si on fait du covoiturage et qu'on décide que l'on conduit, la couleur des sièges et que les autres descendent au premier feu, ça marche rarement le covoiturage dans ces conditions-là. Maintenant, ça suffit. Benoît Hamon fait des propositions, on les prend ou on les rejette. Mais on évite de faire un feuilleton avec Mélenchon et d'autres. Voici Mathieu Hanotin et Alexis Corbière. Bonsoir messieurs. Oh, cette petite musique qui nous met tout de suite dans l'ambiance du duel. Bonsoir. Ah, vous saluez, vous faites l'homme politique. Non, il n'y a pas de coupe dans cette émission, monsieur Corbière. Si vous aviez l'amabilité de vous asseoir. Je suis désolé. Bonsoir. Bonsoir messieurs, merci d'être là. Alors, écoutez, je suis une femme, comme vous pouvez le constater, et avant de passer la parole aux garçons pour des choses sans doute très intelligentes, j'ai quand même une petite question. Pardon, mais de loin, on a l'impression d'être dans une cour d'école maternelle. On dirait que vous êtes en train de façonner votre propre échec et la disqualification de votre camp dès le premier tour. Ma question est simple, est-ce que vous avez envie de gagner? Bah, écoutez, moi, si je peux vous dire un mot là-dessus d'abord. Le rassemblement, probablement, c'est une chose sérieuse. Mais avant que ça soit le rassemblement des acteurs politiques, des candidats, pour moi, c'est avant tout une dynamique citoyenne qui doit se créer. Et elle ne peut se créer, et c'est peut-être ça justement qui fait la différence avec ce qu'on a pu connaître dans le passé, que autour d'un projet. Autour d'un projet clair, assumé. Et ça, c'est une vraie demande de nos compatriotes d'avoir des idées. Voilà, soit on peut être d'accord, pas d'accord, mais d'éviter ce truc qui ressemble à finalement où on échange des lignes dans un programme contre des circonscriptions d'un côté. Et ces accords de tambouille qui ont pu exister par le passé, Benoît Hamon, pour le coup, les a clairement évacués, a dit que ça ne serait pas ça. Lui, il a une position qui est assez simple, qui est de dire, écoutez, moi je veux tracer la vision, ce qu'il a appelé d'un futur désirable, qui est une perspective qui l'oppose assez clairement avec la vision que je qualifierais de Trump-Le Pen, pour dire les choses rapidement. Tous ceux qui veulent monter dans le bateau sont les bienvenus, et la construction de ce futur désirable, c'est aujourd'hui pendant la campagne, et ça sera aussi demain au gouvernement. Ceux qui tiennent la barre du bateau en question. Bien sûr. Ah oui, mais là c'est un remake d'un fauteuil pour deux, Alexis Corbière. C'est une proposition qu'il fait. Et après, encore une fois, il a dit, moi je veux faire les choses avec ceux qui en ont envie. Tous ceux qui n'en ont pas envie ne sont pas obligés de monter dans le bateau. Alexis Corbière. Non mais les faits sont têtus, comme disait quelqu'un. Moi, je veux bien tout ça, mais il y a une situation qui est très concrète. Parce que c'est important, et même je vous invite à suivre les événements. Il y a 3 semaines... Non, et précisément, c'est pas exactement ce que vous faites. Il y a 3 semaines, Benoît Hamon est élu, en disant, dès demain, je prends des contacts avec Jean-Luc Mélenchon. Il est élu en disant à ceux qui votent pour lui, moi, je tourne la page Valls. Je pense que c'est là qu'elle vient l'énergie, d'ailleurs, qui le porte. Moi, j'ai appelé ça une forme de dégagisme aujourd'hui. D'abord, les gens qui viennent voter dans cette primaire, parce qu'ils veulent en finir avec ce quinquennat. Et il apparaît comme étant d'ailleurs le moins connu un peu de la bande, le moins comptable du quinquennat, comme étant celui qui va changer. Il dit, dès demain, je vais discuter avec Jean-Luc Mélenchon.
c'est fondamental pour beaucoup de gens. C'est inédit depuis 5 ans. Parce qu'il y a une chose, les références historiques, je veux bien, mais il ne faut pas réfléchir avec des vieux logiciels. Aujourd'hui, c'est le Parti socialiste qui dirige ce pays. Donc il faut envoyer des signes forts pour qu'on puisse imaginer que quelqu'un comme moi, comme Jean-Luc Mélenchon, se mette à discuter. 3 semaines plus tard, aucun signe. Qu'est-ce que nous faisons avec Jean-Luc Mélenchon? Mercredi dernier, voilà. Nous disons, bon, ça devient un sketch, parce que je ne peux plus mettre les pieds sur un plateau télé, Mélenchon pareil. On vous dit, puis comme parfois un peu, c'est la version de Mathieu Hanotin qui l'emporte, vous refusez la main tendue de Benoît Hamon, on dit, mais pour l'instant, il n'y a rien. On se connaît tous les deux, il ne m'a pas appelé, je tiens à le dire, alors qu'il peut m'appeler pour d'autres choses. Et Benoît Hamon, pareil. C'est peut-être une main tendue pour mettre une baffe aussi. Hein. Attendez, mais vous faites un procès d'intention. Donc, on dit, on va donner rendez-vous. Et on écrit une lettre. Et d'un seul coup, 48 heures après avoir écrit une lettre, ou en plus, parce que Jean-Luc dit, maintenant parlons-nous, et un contact se fait entre les deux, Benoît Hamon retrouve le numéro de Jean-Luc Mélenchon, 48 heures plus tard, plus de son, plus d'image. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, a dit les conditions de Mélenchon, pas question, nous faisons une lettre. Et le lendemain, le candidat socialiste dit il y a trop de conditions, on prétexte d'un truc qui a été dit. Elles sont aussi rupturées avec le bilan du gouvernement, pas d'investiture. Donc vous demandez des têtes, vous demandez la tête de Valls et d'El Khomri. Attendez, alors là, je veux dire, vous êtes abrogation de loi travail, CICE de l'état d'urgence permanent, la sortie de l'OTAN, le changement de constitution. Non mais moi je liste simplement vos demandes. Vous avez dit vous demandez des têtes. Moi, un peu, non? Non. Pas d'investiture aux législatives. Attendez, mais c'est la moindre des choses. Attendez, on va pas arrêtons de prendre les Français pour des gogos. C'est la moindre des choses que quand quelqu'un me dit je veux changer de politique et qu'après il dit je vais reconduire les mêmes députés, que je lui dis mais est-ce que c'est crédible qu'on va avoir une majorité avec les mêmes députés pour changer de politique? Alors moi attendez, je termine ma démonstration. Cette lettre elle est là. Hier, j'ai entendu que Benoît Hamon ne voulait même pas y répondre à notre lettre. C'est la moindre des choses en politique un peu qu'on s'écrit. Ceux qui ont la mémoire savent que dans les années 70, quand des partis se sont rassemblés, ça a été quand même sur la base de programmes et de discussions. À ce stade, nous, on a un programme, les autres en ont pas. Donc, je m'adresse à Mathieu Hanotin et je lui dis la lettre, elle est là. Est-ce que tu vas y répondre? Justement, non mais c'est très concret. Est-ce que vous allez répondre à cette lettre? C'est très concret et je vais te répondre. Et cher Alexis, on n'est pas dans cette dynamique-là. Enfin, moi, je veux dire, franchement, tout ce que tu viens de dire, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, moi, là, je veux bien travailler, et Benoît le souhaite aussi, avec tous ceux qui en ont envie. Mais la première chose qu'il faut montrer quand on veut envisager de se marier, de faire un bout de chemin ensemble, c'est cette question de l'envie. Je suis désolé. Mais non, meilleure envie. Non, mais si je veux sortir avec une fille, je lui écris une lettre d'amour, c'est une grande envie. C'est mieux que de pas du tout l'appeler. Donc tu ne réponds même pas à mes lettres, mais tu Je pense que ce débat. Non, mais là, c'est une blague. Le sketch continue. Le sketch ne continue pas. Le sketch ne continue pas parce que ce débat, il se fait sur la place publique. Voilà. Oui, bah là, c'est une émission de télé, on n'est pas. Non. Aujourd'hui, sur Paris Première. Hélas, le sketch continue. Mais non. Vous avez failli renverser la table. C'est moi. Alexis Corbière. D'abord, Alexis Corbière, vous dites que les faits sont têtus. Moi, j'ai gardé souvenir quand même de votre réaction, ce qui m'avait vraiment frappé au soir du premier tour de la présidentielle socialiste. Vous aviez tenu des propos extrêmement agressifs en disant « Ah, vraiment, à mon non-événement, etc. » Donc, déjà, la dynamique, elle n'était pas bien partie à l'époque. Ensuite, moi, je vous écoute, en effet. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Énième épisode de ce sketch. Mais dites-vous bien une chose, c'est que les électeurs qui seraient tentés de voter à gauche, eux, ils voient que vous êtes en train de rater une opportunité historique. Non, vous n'avez pas compris, parce que si vous l'aviez compris, vous n'agiriez pas comme ça. Il y a une chance historique et pour tout dire inespérée qu'une gauche, vraiment de gauche, accède à l'Élysée. Vous pouvez le faire ensemble, vous ne voulez pas le faire. Vous voulez perdre séparément. Mais pourquoi vous... Non, mais attendez, vous renvoyez tout le monde dos à dos. Donc je peux répéter 20 fois que moi je fais une lettre avec de la politique, on ne me répond pas, et vous allez me répondre. Mais vous pouvez faire d'autres trucs pour séduire une fille. Simplement parce que depuis que vous êtes là, on a abordé en effet les conditions, il ne faut pas qu'un tel ait l'investiture, mais vous n'avez pas parlé du programme encore. Je vous demande... Mais dans cette lettre, il y a quoi? Il y a quoi dans cette lettre? Non mais Nolo, arrêtez, faites votre travail. Dans cette lettre, il y a quoi? Il y a du programme. Sur l'Europe, on fait quoi? Sur la 5e République, on fait quoi? Sur l'écologie, on fait quoi? Non mais faites votre boulot. Comme me dit, moi je veux du programme. Ça c'est de la politique. Et qu'on me dise... Est-ce qu'il y a un accord possible sur les points qui vous opposent? L'Europe, en effet. On discute. Moi, je veux la 6e République, etc. Ça me paraît les 2 points essentiels. Est-ce qu'il y a possibilité ou est-ce qu'on discute pour rien? C'est tout ce que je veux savoir. Nolo, vous connaissez notre façon de discuter sérieusement en mettant des choses par écrit? Attendez. Alexis Corbière, si Hamon disait oui à tout, est-ce que Mélenchon se retirerait? Et une discussion et une autre dynamique changerait, oui, effectivement. Il y aurait un cadre nouveau. Maintenant, je ne vais pas vous obliger par cette question pour vous dire une chose. C'est que moi, je suis même prêt à en discuter. C'est pas une affaire de personne. Maintenant, je vais vous dire une chose. L'argument, ça peut pas être tel que le dit Benoît.
les sondages me mettent là, poussez-vous, parce que les sondages, ils ont été à une époque... C'est l'argument que vous utilisez il y a quelques semaines. Jamais. Je ne vous parle pas des sondages. Il pourrait se désister. C'est l'argument de Benoît qui dit aujourd'hui... Je ne vous parle pas, moi, des sondages. Est-ce qu'il pourrait se désister au profit de Benoît Hamon? On discuterait de quelle est la meilleure candidature pour symboliser une rupture avec ce qui a été fait depuis 2012. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Enfin, non, mais je veux dire, excusez-moi. Vous avez raison. Benoît Hamon veut être candidat et vous voulez les coups des franches et pas des gens qui vous écrivent. Vous voulez donner des circonscriptions. C'est d'accord. Est-ce qu'on peut regarder et se dire les choses franchement honnêtement? Je vous en prie, on gagnerait du temps. Allez-y. Mais si on dit les choses honnêtement et franchement, aujourd'hui, le seul qui peut espérer rassembler la gauche largement, c'est-à-dire grosso modo d'être un pont entre une partie qui va depuis l'électorat, d'une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a une petite partie quand même d'électorat de gauche dans Emmanuel Macron, elle est minoritaire aujourd'hui, mais c'est une réalité, qui va après jusqu'à l'électorat de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon. Donc le seul qui est en capacité de créer ce pont pour faire converger ses aspirations, c'est Benoît Hamon. Attends. Zemmour, on n'a pas entendu Zemmour, c'est épouvantable. Allez-y, Zemmour. Français qui le pense, parce qu'il a cette position qui est effectivement plus centrale et que celle de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, plus centrale, tout en étant et en ayant, ce qui est ça, le côté novateur, une position claire, assumée, où tout le monde se doute bien, personne ne doute qu'en votant pour Benoît Hamon, il votera à gauche demain. Faites une remarque qui dure moins d'1 minute 30, parce que c'est le temps qui nous reste. Allez-y. Ça va être compliqué. Le débat est... Non mais ça va être très compliqué, parce que moi je ne comprends pas cette discussion. D'abord, vous êtes beaucoup moins drôle que Georges Marchais dans ma jeunesse, qui disait « Liliane, fais tes bagages ». Ça c'est quand même c'était beaucoup plus. Mais il parlait pas de ça. Oui, mais j'avais bien compris. Mais c'était la même chose, c'était la discussion sur la négociation du programme commun que vous avez évoqué. Il y a quelque chose une différence. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous essayez de vous marier. Parce que de toute façon. Pour gagner. Non. Bah oui, pour gagner. D'abord, ils ne gagneront pas. Parce qu'il n'est pas dit. Il n'est pas dit que les électorats se marient. Ils ne sont pas propriétaires de leurs électorats. Il y a plus de chances quand même. Non. Ils ne sont pas propriétaires de leurs électorats. Vous êtes d'accord au moins avec ça? Parfaitement. Deuxièmement, vous avez un désaccord. Vous avez un désaccord majeur et vous avez un désaccord mineur. Le désaccord majeur, c'est que Hamon nous refait le coup de Hollande en 2012, c'est-à-dire je veux une politique de gauche, mais sans casser l'euro. Mélenchon, au moins, a compris quelque chose depuis 5 ans, c'est l'exemple de Syriza, c'est-à-dire que si on ne sort pas de l'euro, on est condamné à subir l'ordo-libéralisme allemand. C'est pas les négociations. Le coup de on va négocier avec les Allemands, mais vous nous l'avez fait en 2011. Mais vous nous l'avez fait le même coup en 2011. Nous, on croit dans l'Europe. C'est la discussion fondamentale. Vous êtes d'accord? Donc il n'y a pas d'accord sur le sujet. On est d'accord. Mais on a une différence majeure sur le sujet. Nous, on veut essayer de créer un nouvel arc d'alliance. C'est ce que j'appelle le coup de Hollande en 2012, qui a foiré magnifiquement. Deuxième différence. C'est pas parce qu'une bonne idée n'a pas réussi à être réalisée. C'est pas parce que, enfin, franchement, moi j'ai cru dans ce que Hollande a dit. Le problème, disons-le nous, c'est que une fois arrivé au pouvoir, et je fais d'autant plus tranquillement que j'ai voté contre. Et le TSCG n'a pas été renégocié. Mais Hollande, mais Hamon déjà a voté contre. Mais au nom de l'Europe, comme d'habitude. Donc je vous le dis. Mais vous referez la même chose. Mais non, nous ne refont pas la même chose. Mathieu, vous faites condamner à refaire la même chose, comme Syriza en Grèce. Non mais d'accord, laissez au moins. Mais on vient de le vivre. On vient de le vivre. Mais oui. Qu'est-ce que nous essayons de faire? Pourquoi est-ce qu'il faut des garanties? Pourquoi est-ce qu'on va au Portugal? Pourquoi est-ce qu'on commence à discuter justement avec aujourd'hui la gauche allemande autour de Martin Schulz, qui pour la première fois, excusez-moi, qui pour la première fois se pose la question, justement, de ne peut-être pas avoir comme seule perspective que la grande coalition et la reconduction de la grande coalition. Parce qu'on ne change pas un seul défaut. J'ai un seul défaut. Non. J'ai de la mémoire. Et la mémoire, ça me permet de dire que ce discours-là, au mot près, vous nous l'avez servi en 2011 et 2012. De ce qui s'est passé. Au mot près. Si vous avez de la mémoire, vous voyez aussi que des gens, pour le coup comme moi, comme d'autres qui sont autour de Benoît Hamon, ont justement toujours été clairs sur cette question depuis 2005. Depuis 2005, où nous avons mené la campagne d'Union socialiste. Et d'ailleurs, on était ensemble à l'époque. Alexis Corbière, vous réagissez. Pardon, parce que le débat est passé vite. Mais ça, c'est fondamental. Voilà, ça m'embête parce que Zemmour, il m'irrite sur beaucoup de choses. Non, mais vous êtes d'accord, en fait. Non, mais la question de l'Europe, on va revivre. Vous posez le problème sur le caractère d'Hollande. Le problème n'est pas le caractère d'Hollande, c'est sa stratégie. Sa stratégie consiste à ne pas avoir ce que nous appelons le plan B. C'est-à-dire, nous disons clairement, nouveau rapport de force.
effectivement, renégocier les traités, mettre fin unilatéralement, par exemple, avec la directive travailleurs détachés, dire on sort des traités et on va voir. Mais si ce n'est pas possible, et je crois que ce sera difficile, nous quittons. C'est la question de tout à l'heure. Mais non, il faut. Et donc c'est mort. Mais c'est bien que ça soit mort. Alors, c'est bien que ça soit mort. Bon, alors, attendez. Mais bien sûr. Pour moi, c'est franc. Pour moi, c'est loyal. Mais oui, mais tout le monde. Arrêtez avec tout le monde, la civilisation. Je rêve de nouvelle Europe. Mais là, c'est l'ordolibéralisme, ça a été dit. Je parle justement de Alors on va en reparler. Mais Hollande a dit la même chose. Avant, on va égayer un peu. Un truc juste a été dit. Non. Alors, mais monsieur reprends sur moi. avait dit la même chose en 97. Oui. Il est allé à Berlin, il a pris 2 claques, il est rentré à la maison. Continuer d'en parler, mais on va faire rentrer. Il faudrait que j'ai la voix qui porte un peu plus qu'Éric Zemmour. On va continuer d'en parler, mais on va faire rentrer un peu de féminisation de ce plateau, un peu de blondeur, un peu de douceur. C'est la chronique d'Alba Ventura. Et oui, on est ravis d'être avec ces 4 garçons. Oh, écoute, 4 garçons dans le vent, hein. Voilà. Pas dans le vin. 4 garçons dans le vent et non pas dans le vin, oui. Alors, on commence tout de suite par aller faire un côté des petits... Un côté... Un tour dans le vin VAIN, oui. Un tour du côté des petits députés socialistes. Pourquoi petits? Non, ils sont des députés socialistes. Alors, est-ce qu'il y a des socialistes qui soutiennent Benoît Hamon, en fait? Comme un seul homme, encore pas tout à fait. Enfin, je pense que c'est pas encore l'union sacrée derrière le candidat socialiste. Alors d'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu quand même une réunion un peu agitée, hein, semble-t-il, au groupe PS à l'Assemblée nationale, notamment les soutiens de Manuel Valls, même des proches d'Emmanuel Macron, qui se sont fait entendre. Et ils ont du mal, on le sent, à digérer, à s'engager, en tout cas dans la campagne. Il y a toujours des grincheux. Enfin, surtout, ils ont du mal à s'engager dans la campagne d'un ancien frondeur. Hein, ça, c'est... Et ce qu'ils ont reproché visiblement au président du groupe PS, qui s'appelle Olivier Faure, c'est d'organiser des réunions à l'Assemblée pour travailler à la campagne de Benoît Hamon. Alors ça leur est bien resté en travers de la gorge. Une attitude qui n'a pas plu à Olivier Faure, qui leur a adressé un courrier sur le mode « Si vous soutenez un autre candidat que Benoît Hamon, eh bien vous ne serez plus les bienvenus aux réunions de groupe qui vont se poursuivre après la fin de la session législative ». Ils n'ont pas aimé du tout parce que eux ont rappelé que les frondeurs, eux, ne se sont jamais fait virer. Session législative, ça finit aujourd'hui même. Hein, en fait. Oui, mais il y a des réunions de travail pour la campagne de Benoît Hamon. Je voulais vous demander d'ailleurs, Mathieu Hanotin, ça fait quoi d'avoir des frondeurs qui râlent tout le temps dans les pattes? Est-ce que vous avez été un frondeur? Mais, monsieur Potier, la différence, c'est que quand... moi, j'ai soutenu Martine Aubry à la primaire de 2011. Et à la primaire de 2011, quand nous avons perdu la primaire, nous avons loyalement soutenu, des fois avec moins de conviction, mais loyalement soutenu François Hollande. Parce que je pense que quand on accepte de jouer à un jeu, il faut respecter les règles du jeu, il faut être bon joueur. De la même manière que quand je vois ce matin, François de Rugy qui signe un document qui dit qu'il s'engage à respecter les résultats de la primaire et qui, parce que le résultat ne lui convient pas, fait un pas de côté et dit qu'il va signer Emmanuel Macron. Moi, je vous dis, ces attitudes-là, elles font du mal à la politique parce que c'est des attitudes de mauvais joueurs, tout simplement. Non, la différence. Vous leur demandez d'avoir le doigt sur la couture des pantalons, là? Non, justement, c'est pas ça que l'on demande. Mais la grande différence, c'est que quand même, là, on parle d'un processus qui est un processus électoral dans lequel on décide de se réunir, d'être efficace face à la droite, à l'extrême droite, et c'est pour ça qu'on a conçu la primaire. Après, le processus législatif, excusez-moi, c'est différent. On est élu par le peuple et on a même, je dirais, un devoir constitutionnel de faire valoir nos convictions à l'Assemblée, de voter librement. Et on est élu pour ça. Depuis 2012, les députés voulaient conduire les mêmes qu'on a vu s'aligner sur Hollande. Ils écoutaient pas le peuple. Hein, Monsieur Corbière. Mais oui, il a raison. Il a pas raison parce que pour le coup, il parle à quelqu'un qui... Vous êtes franc. Il y avait 30, attendez, il y avait 30 frondeurs, il y en a 10 de moins. Si on avait 70% des députés c'est les mêmes qui ont soutenu Hollande. Si nous avions été 20, les Français, c'est pas des gogos. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Si nous avions été 20, je vous donne la vérité. Non, je vous donne un exemple très concret. Si nous avions été 20, le gouvernement n'aurait pas eu besoin du 49.3 pour faire adopter la loi travail. Il aurait eu une majorité. Nous étions par exemple beaucoup plus que 20. Il y avait au moins 120 députés qui ont signé... ils n'ont pas voté la motion de censure sur l'article 2. C'est vrai ce que vous dites? C'est génial. Pourquoi ils n'ont pas voté une motion de censure? Pour le coup, la motion de censure, il y en a 58 qui l'ont signée. J'en faisais partie. Oui, mais sur les 120, il y en a combien qui ont... 58. Parce qu'il fait chaud dans sa circonscription socialiste avec les socialistes, ils étaient plus que 28. Donc sur les 120 courageux, il n'y en avait que même pas une trentaine, je vous l'accorde à 30, qui étaient capables... Putain, les mecs, bravo, hein.
Alors, parce qu'on aurait pu abroger la loi El Khomri. Attendez, on va pas reprendre. Ah non, on va pas reprendre. Alors, un gouvernement parce qu'on est en on désaccord. va pas refaire le la débat. 5e République. Mais moi, vous l'aimez la 5e République, moi je me passais en 6e. Ah bah d'accord. Mais Alors. vous aimez la 4e. Oui, mais nous, on va parler. Non, Je vous ai coupé, j'adore. Ça fait 25 minutes. Alors, les petits candidats se rebiffent. Oui, c'est la fronde des petits candidats. Enfin, en tout cas, ils sont déjà 6 là à vouloir passer à l'action. Alors, il y a Philippe Poutou, vous le connaissez, du NPA, Pierre Laroutourou, de Nouvelle Donne, Alexandre Jardin, de Bleu Blanc Zèbre, Charlotte Marchandise, de laprimaire.org, Oscar Temarou, le leader indépendantiste haïtien, et Christian Troidec, le chef de file des Bonnets Rouges. Alors, ils en ont marre parce qu'ils se disent on va pas pouvoir avoir nos parrainages. Bon, en même temps, on se demandait comment ils allaient pouvoir les avoir, mais les nouvelles règles ont changé et donc ils donnent une conférence de presse demain pour dire que ce n'est plus possible. En 2 mots, je donne les nouvelles règles. Désormais, il y a l'intégralité des noms qui est publiée. Avant, on tirait au sort 500 noms de parrains. Là, il y aura tous les noms et ces parrains doivent eux-mêmes envoyer leur parrainage au Conseil constitutionnel. Ce qui n'est pas facile, oui, parce qu'avant, voilà. Non, mais un avantage, c'est que ça évitera les sketchs qu'on a connus dans le passé, passez-moi l'expression. Oui, mais il peut y avoir il va avoir, il va pas avoir, etc. Et je trouve que ce marronnier de la vie politique française, qui est le recueil des parrainages dont d'aucuns, notamment à l'extrême droite, ont beaucoup joué pour se victimiser. Je trouve qu'il à votre aise, parce que ça ne vous concerne pas. Mais ils ont beaucoup joué, en même temps, ils avaient vraiment du... 500 parrainages, on va voir. Vous savez combien il y a de je pense petits que candidats? On n'a pas réussi à les avoir, ça me sidère, moi. Est-ce que vous savez combien il y a de petits candidats? Tout petits candidats. Je sais pas qu'est-ce qu'on appelle un petit candidat. Un petit candidat qui n'existe pas vraiment. Non, mais Nathalie Arthaud, Ramayad, Henri Guénaud, Michel Alliot-Marie... ça, c'est des candidats, des non-candidats. Non, mais est-ce que vous savez combien il y en a? Je sais pas, mais moi je vais vous poser un problème. À moins que si vous considérez Jean-Luc Mélenchon comme étant un grand candidat ou un moyen candidat, c'est pas normal qu'on ait des difficultés. Nous on y arrive, mais c'est pas normal. C'est pas normal quand on discute avec des maires, nous disent moi je suis plutôt d'accord avec vous, mais mon président de communauté d'agglo il me met la pression, j'ai peur. Ce n'est pas normal. Et moi je trouve que même ça va vers un durcissement, ce à quoi on a assisté dernièrement. C'est une pression qui est mise. Il y a des élus qui vous disent moi, il y a des conseils municipaux alors, qui disent. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la réponse? On change. Premièrement, nous il faut arrêter ce présidentialisme, mais quand bien même, moi je serais pour par exemple que les élus puissent parrainer 2 candidats. Pour eux, ce serait une façon de dire parrainage ne vaut pas soutien, mais vaut au moins le fait qu'on puisse aller présenter ses idées. Je vous dis, c'est quand c'était le Front National qui disait ça, vous ne souteniez pas. Mais moi, j'ai jamais considéré, je vais vous dire, j'ai jamais considéré qu'on lutte contre le Front National en durcissant les règles de la démocratie, parce que ça se retourne contre l'inverse. Donc voilà, moi j'aime pas on va y arriver nous, mais je veux dire, c'est pas simple. Je trouve que plus de transparence, là pour le coup, je trouve que ces nouvelles règles donnent plus de transparence et que ça apportera plutôt, à mon avis, de bonnes choses. Non, je voulais simplement vous dire qu'il y a un autre petit candidat qui s'appelle Nicolas Dupont-Aignan. Enfin, il fait 3%, c'est pas négligeable. Un Jadot, il fait un point de moins. Alors, après tout, TF1 avait organisé des débats de la primaire. Il me disait, quand on invite Poisson et Benamias, on peut m'inviter, merde. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Donc, il a saisi le CSA, il a lancé un appel au boycott de TF1. Il a fait un tweet hier soir qui a fait un carton d'ailleurs. Et il menace même de faire une grève de la faim en bas de la tour de TF1. Et je vous demande, il est pas à 10% évidemment, c'est pas comme vos candidats à vous, mais est-ce qu'il doit figurer dans un débat télévisé, Dupont-Aignan? Moi, je pense sincèrement que c'est respectable. Je suis pas d'accord avec lui, mais ça existe, cette droite gaulliste, souverainiste, et elle doit participer au débat. Et en plus, je trouve que bien souvent, il est pertinent. Oui. Voilà. Et je veux dire, franchement, ça relève le niveau. Donc, je comprends pas très bien. Personne de qualité. Non, moi, c'est tout le problème de où vous mettez la limite à un moment donné. Donc, moi, je suis plutôt pour que on favorise l'expression de chacun. De toute façon, avec après une difficulté, c'est toujours pareil, mais les 500 parrainages, les 500 sont aussi là pour ça, c'est que si on est 17 sur la ligne de départ à la fin, c'est quand même compliqué. Oui, c'est jamais le cas. Alors on ne reprend pas la discussion maintenant. Malek, vous allez nous la donner, ouais. Merci Alba Ventura pour toutes ces infos. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Elle est signée Michel Onfray, il s'adressait à Éric Zemmour. On a les glandes qu'on peut. Moi, ma glande, c'est le cerveau. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, restez zen sur Paris Première.